Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il est 5 h du matin. Dans les bureaux de la police aux frontières, une unité spécialisée s'apprête à entrer en piste. La brigade vole à la tire. On est équipé déjà? Et voici leur meilleure arme, une simple valise de touriste. Le but, c'est de vraiment faire le passager détendu, qui part en vacances. Christophe se fait donc passer pour un voyageur. Son truc, c'est la chasse aux voleurs de bagages. Nous, on est spécialisé dans le vol à la tire, hein, tout ce qui est vol de sac à main, les pickpockets, les vols à l'arraché. Bon, allez, on est parti. Toute la journée, en civil, Christophe et ses hommes arpentent les nombreux terminaux de l'aéroport. Leur terrain de chasse commence derrière ces portes. Ils savent que les voleurs de valises se fondent eux aussi dans la masse. Difficile de les débusquer parmi les voyageurs. Ces derniers, souvent distraits, sont des proies faciles. Fatigués, en transit, ils patientent parfois pendant des heures et du coup relâchent l'attention sur leurs bagages. Vous voyez, regardez cette dame. Le sac à main, il est posé sur le haut de la valise. Il suffit que quelqu'un vienne lui parler pendant qu'une autre personne lui dérobe son sac. Et son sac à main, quand elle revient, a disparu. Christophe tient à nous faire lui-même une démonstration avec le sac à main de cette voyageuse. Une facilité déconcertante, là, non? Tout à fait. Ça y est, je suis parti avec une enveloppe de billets. Évidemment, Christophe n'a rien pris. C'est pourtant facile quand le sac à main est grand ouvert. Cette touriste asiatique ne s'est aperçue de rien. Si les voyageurs ne sont pas toujours vigilants, Christophe doit l'être à leur place. Dans l'après-midi, il tombe par hasard sur une vieille connaissance. C'est quelqu'un qui s'appelle Olivier. Ça fait super longtemps qu'il n'est pas monté. Ça doit faire au moins, allez, je vais te dire, 5 ans qu'il n'est pas venu ici à Roissy. C'est un voleur expérimenté de valises que Christophe connaît bien. Il en est sûr, l'homme n'est pas à l'aéroport pour partir en vacances. Il boite un petit peu, il a des lunettes de vue, il est très clair de peau, il a un petit sac en bandoulière, il a un blouson bleu marine, d'accord? L'homme fait les 100 pas. Pour Christophe, c'est certain, il va passer à l'acte. Ce voleur de longue date connaît la police. Alors pour ne pas se faire remarquer, il se grime. Avec de fausses lunettes de vue et une casquette qu'il passe son temps à enlever et à remettre. Après de longues minutes de filature, Christophe se met à l'écart dans un café. Il passe le relais à ses collègues pour ne pas se faire repérer. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il vole. Lui, il travaille au palpé avec ses doigts sans regarder pour rattraper les billets dans les sacs. Il fait partie des personnes qui montaient presque tous les jours à une époque, à l'époque où il n'y avait pas de caméra. Et maintenant, apparemment, il revient. Oui, allô? Il va travailler? D'accord, ok. Attends, je suis là. Le voleur s'apprête à passer à l'action. Dans le fond de l'image, on le voit assis dos à dos avec sa victime. Il fouille dans ses bagages. Regarde, il hésite. Ah ouais, il va le prendre carrément, non? Regarde, il est en train de plonger sa main dans le sac, regarde. En toute discrétion, l'homme ouvre une sacoche, puis tout doucement en extrait un ordinateur. Tac, il l'a pris. C'est bon, ça a tapé, hein, ça a tapé. Christophe et ses hommes peuvent intervenir. Bouge pas! Bouge pas, c'est bon. Allez, au sol. L'homme résiste. Il sait qu'il a été pris, la main dans le sac. C'est pour ta sécurité, Nano. On sait pas de quoi t'es capable. On a sur le truc, après c'est fini. Voici l'objet du délit, un ordinateur portable flambant neuf. Non, et tu fais... Lorsque l'homme s'aperçoit qu'il est filmé, il perd son sang-froid. Calmez-vous, non, c'est pas ça, c'est mon regarde, bordel. Tiens, je suis calme, mais fais pas comme ça. Allez, vas-y, calme. Allez, vas-y, on se calme. Non, mais moi, je suis calme, mais faut pas que tu fasses comme ça. Ok, allez.
Vas-y, c'est bon, je suis calme. C'est discret. Non. Je suis poli avec pas. vous. Mais non, mais. Ok, Olivier. Je lève ma mère, je marche doucement. Olivier, ça marche. Vous connaissez, je vais pas faire n'importe quoi. Allez, allez. Voilà. Non, mais normalement, je marche. C'est de ma mère. Une fois de plus, la victime ne s'est aperçue de rien. Est-ce que vous avez vu quelque chose, vous sentez quelque chose? Non, pas du tout. J'étais là donc avec mon portable, effectivement. J'étais là, effectivement. J'ai pas vu. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Ouais. Après 2 heures de filature, ce flagrant délit est une satisfaction pour Christophe et son équipe. Surtout avec un voleur expérimenté qui utilise des techniques de professionnels. Il a travaillé ce qu'on appelle en dos à dos. Donc il s'est mis dos à la victime et il a glissé sa main dans le sac de la victime derrière lui. Très discrètement. Très discrètement et la victime ne s'est aperçue de rien. Ça fait 4 ans que tu n'as pas volé. Tu travaillais? Oui. Donc là, tu es en galère et il fallait que tu montes. Pas d'accord, vraiment pas d'accord. Ben oui, Mais moi, à l'origine, c'était pas ça que je voulais. ben oui, c'est de la fraîche. Tu voulais. C'est ça. Si, c'est avec lui, j'ai pris des 30 000 € aussi. Très bien. Déjà condamné plusieurs fois pour vol, l'homme écopera d'une peine lourde, 5 mois de prison ferme. À Roissy-Charles de Gaulle, ces faits sont loin d'être des actes isolés. 92 millions de passagers transitent ici chaque année. Une aubaine pour les voleurs qui n'hésitent pas à les dépouiller. Terminal 2 de l'aéroport. Cet homme en habit blanc se rend au comptoir en laissant sa valise derrière lui. Moins de 10 secondes plus tard, 2 individus en costume-cravate s'en emparent. Sur cette autre vidéo, une femme voilée fait mine de faire la queue. Lorsque, subitement, elle met la main sur un sac de marque avant de s'éclipser. Cette fois, c'est un chariot complet qui est visé. La victime ne s'aperçoit de rien, à tel point que 5 minutes plus tard, elle n'a toujours rien remarqué. Les vols à l'aéroport ont augmenté de 20% en 3 ans. Et ils ruinent le début des vacances. Je comptais vraiment voir ma famille aujourd'hui partie. Là, j'ai perdu tous mes documents. Il va falloir tout reprendre à zéro. Vols dans les terminaux, mais aussi à l'intérieur des avions, où certains salariés malhonnêtes n'hésitent pas à se servir dans les bagages. Nous en avons rencontré un. Ces techniques de vol sont d'une simplicité déconcertante. J'ai utilisé juste un simple stylo. Vous n'avez plus qu'à fouiller la valise. Les sommes dérobées sont considérables. Je vais se faire très facilement entre 5 et 6 000 € par mois. Nous avons aussi découvert que les cadenas de nos valises étaient bons pour la poubelle. Depuis que le passe-partout des douanes américaines, un jeu de clés capable d'ouvrir 300 millions de bagages, a été dupliqué par un jeune hacker français. Ah ouais, il faut pas grand-chose pour faire tourner un gouvernement. Mais à l'aéroport, il n'y a pas que les valises qui intéressent les voleurs. Sur le tarmac, dans la zone de fret, plusieurs millions d'euros de marchandises sont dérobées chaque année. Nous avons suivi l'une des plus grosses affaires de la gendarmerie du transport aérien. Des salariés suspectés de détourner des palettes entières de marchandises. Là, sur le cas, ça en a pour plus de 2 millions d'euros. Sur certains, plus de 2 millions d'euros. Pendant plus d'1 an, en coulisses, nous avons suivi vos valises à la trace. À la veille des grandes vacances, zoom sur ces voleurs qui s'en prennent à vos bagages. Après son interpellation musclée, Christophe, le commandant de la brigade vol à la tire, nous ramène au commissariat de l'aéroport. Il veut nous montrer son mur des célébrités. C'est ici que sont placardées les images des voleurs les plus recherchés par ses services. On peut voir quelques photos d'équipes professionnelles du vol-tir qui peuvent aller de 1 à plusieurs individus. Au maximum, généralement, ils sont 4. Depuis quelques années, les faucheurs qui lui donnent le plus de fil à retordre sont tous originaires de la même région du monde, l'Amérique du Sud. C'est des équipes sud-américaines spécialisées dans le vol à la tire, extrêmement organisées. Ils restent à peu près 1 à quelques semaines sur Paris ou en France, et puis après changent de pays pour brouiller un petit peu leur piste. Des Sud-Américains qui dépouillent les voyageurs avec des techniques bien à eux. Et justement ce matin, Christophe
est appelé en urgence. Est-ce que tu as une description de la victime? Une femme vient de se faire voler son sac à main. C'est deux Sud. C'est les Sud de derrière. 5h08, ils ont tapé. Rapide, hein. 2 Sud-Américains repartis aussitôt après leur larcin. Ouais, c'est là, ils sont là. Ah oui, ça se passe là. Christophe a retrouvé la caméra de surveillance qui a filmé la scène. On y voit une femme au comptoir, en train d'enregistrer ses valises. Un homme avance à reculons, puis s'empare de son sac à main. Et hop, c'est parti. Mais le voleur n'a pas agi seul. C'est la spécialité des Sud-Américains. Ils travaillent toujours en équipe. À gauche de l'image, Christophe a repéré un guetteur. Il reste toujours un petit peu à l'arrière pour voir s'il y a quelqu'un qui se rend compte de quelque chose. Là, c'est une équipe de professionnels du vol à la tire qui font que ça, qui sont très bien organisés. Là, il doit y avoir une voiture avec un chauffeur stationné en dépose minute ou qui tourne. La victime, quant à elle, n'a rien eu le temps de voir. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, je vous montre, d'accord? S'il vous plaît. Donc là, vous êtes ici. C'est ça. Hein? Oui. Votre sac Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Votre sac à main, il est ici. Oui. Là, on constate l'arrivée d'un individu. Oui. En plus de son sac de marque, la jeune femme a tout perdu. Une grosse somme d'argent liquide, mais surtout son passeport et ses papiers. Elle est obligée de reporter son voyage. Vous attendiez pas à ça, madame? Mais non! En plus, c'était le matin, c'était tôt. Tout le matin à 6 h. Voilà, 6 heures du vous étiez matin. occupé avec vos bagages. Voilà, plaisir à voir. Et donc, voilà. Je n'ai même pas fait attention, non? Ah Je n'ai oui. même pas su. Je suis peinée, c'est vrai, parce que je n'ai pas pu effectuer mon voyage. Je comptais vraiment voir ma famille aujourd'hui partir. Là, j'ai perdu tous mes documents. Il va falloir tout reprendre à zéro. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai repartir. Je ne sais pas. Christophe n'est pas au bout de ses surprises. Tout à coup, la victime a un flash. Les voleurs n'étaient pas 2, mais 3. Et je crois même qu'ils ont distrait ma sœur. Ah, c'est possible qu'il y avait un Parce troisième qu'elle me individu. suivait. Et elle dit qu'il y a quelqu'un qui lui a dit un billet Ah oui. de $1 par terre. Donc ils étaient 3 alors. C'était 3. Donc votre sœur, Parce qu'elle me regardait elle était tout le ici. temps. Elle était ici. Elle était là, oui. Alors que la victime est occupée au comptoir, à quelques mètres de là, au même moment, sa sœur garde un œil sur elle. Mais elle ne sait pas qu'un complice du voleur est tout près. C'est l'homme avec le béret. Déjà, il lui fait écran déjà, tu vois. Oh, regarde comment il fait écran. Il se met devant elle. Le but, c'est de détourner l'attention, avec une technique de diversion. L'homme fait tomber de l'argent au sol. On appelle ça le coup du billet. Ça y est, il l'a fait tomber. Hop. Et le stratagème fonctionne. Au moment où la sœur de la victime se penche pour ramasser le billet, de l'autre côté du hall, le voleur passe à l'acte. Bah, vous avez vu, ils sont aguerris. Vous avez vu leur mode opératoire. En l'occurrence, ils ont utilisé donc la technique du billet de banque. $1. $1 jeté par terre et voilà comment leur subterfuge. Voilà. Ok. Bon, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Ces voleurs d'Amérique du Sud, très expérimentés, sont difficiles à appréhender. En général, il ne reste que quelques minutes dans l'aérogare. Mais les bagages ne sont pas en danger que dans les terminaux. Après l'étape de l'enregistrement, ils sont encore vulnérables. Ils ont un long chemin à parcourir avant de rejoindre l'avion. Et cette fois, s'il y a des voleurs, ils seront forcément salariés. Car pour pénétrer ici, il faut être habilité. C'est une zone sensible de l'aéroport. Bonjour monsieur, on procède à un contrôle. James et ses hommes vérifient l'identité de tous les travailleurs qui approchent les balises. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous allez où? Du nettoyage. La gendarmerie du transport aérien patrouille plusieurs fois par jour dans ce qu'on appelle la cathédrale. Un gigantesque centre de tri automatisé où transitent 1600 bagages à l'heure. Des dizaines de kilomètres de tapis
qui achemine 120 millions de valises par an. Alors forcément, parfois, il y a des ratés. Mais la chaîne est carrément arrêtée. Hein. Une valise est sortie du circuit. Elle est tombée du tapis. James le sait, ce bagage devient une proie pour les potentiels voleurs. Vous êtes de la maintenance? Il faut vite l'enlever. Parce que là, on vient de voir qu'il y a un bagage qui a chuté à gauche, hein, qui est sorti de... Un technicien va se charger de récupérer le bagage coincé. Faites voir. James vérifie. Heureusement pour cette fois, le bagage n'a pas été fouillé. Il va pouvoir être restitué à son propriétaire. Mais bien d'autres n'ont pas cette chance. Sur Roissy, c'est 600 spoliations par an. Spoliation, c'est vol de bagages, sur 100 millions de bagages qui passent. Donc le ratio est faible, hein. Mais il est encore trop grand pour les victimes, évidemment. 600 vols par an, cela fait quand même près de 2 bagages volés tous les jours. Les contrôles et les nombreuses caméras présentes dans la cathédrale ne facilitent pourtant pas la tâche des voleurs. C'est pourquoi la plupart d'entre eux préfèrent commettre leur larcin dans des endroits plus discrets. Cachés dans les soutes des avions, ils pensent être à l'abri des regards. Mais la police italienne a posé une caméra cachée. Sur l'enregistrement, on voit des bagagistes de la compagnie Alitalia se servir tranquillement dans les valises des passagers. Et quand les bagages résistent, certains n'hésitent pas à utiliser les grands moyens en éventrant les valises à coups de couteau. Des méthodes brutales qui ont attiré l'attention de la police italienne. Mais le pays n'est pas le seul touché par ce fléau. Le problème est international. En France, les salariés indélicats emploient des méthodes bien plus discrètes. À 2 pas de Roissy, nous avons rendez-vous dans cet hôtel. L'homme que nous rencontrons est un ancien bagagiste. Il exige de rester anonyme. Nous l'appellerons Damien. Il a dépouillé pendant plus de 15 ans les soutes des avions. Et avec le temps, il est devenu expert en ouverture de valises. Nous lui en confions une, fermée, par cadenas. On se dit que pour l'ouvrir, il faut forcément casser le cadenas, mais il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées justement pour être discret. Et pour ça, pas besoin d'une caisse à outils. Je vais utiliser juste un simple stylo. N'importe quel stylo à billes fait l'affaire. Donc vous prenez la fermeture, vous appuyez très fort. En moins d'1 seconde, la valise est ouverte, sans endommager la fermeture éclair. Vous n'avez plus qu'à fouiller la valise. Là, par exemple, ça, c'est un petit objet qui se dissimule très facilement, qui est facilement revendable. Vous le mettez dans votre poche. Une technique d'une simplicité déconcertante. Mieux encore, le voyageur ne verra même pas que son bagage a été forcé. Et après, vous prenez la fermeture. Et là, vous voyez, comme si de rien n'était. Comme si la valise, elle était toute neuve. C'est les techniques qu'on vous apprend quand vous traînez avec les anciens. Et quand les valises sont trop solides ou trop dures à ouvrir, il y a la méthode forte. On prenait une pince, comme ce genre de pince, qui était indispensable pour tous les voleurs. Soulevez cette partie. Voilà. Hop. Et vous arrivez à ouvrir la valise. Mais c'est un peu moins rapide que le stylo. Des dizaines de valises ouvertes tous les jours, à l'abri des regards dans les soutes, avec très souvent des objets de valeur à l'intérieur. On trouvait des appareils photo, des caméscopes, des enveloppes avec de l'argent à l'intérieur. Et par exemple, si vous voulez sortir un ordinateur portable de la soute sans que personne ne le voie, on prenait le PC, on l'entourait de notre marqueur et on descendait sous la main. Et même les passagers qui étaient au-dessus, ils y voyaient que du feu. L'entreprise pour laquelle il travaillait s'occupait de charger les bagages d'Air France. Selon lui, les vols ont commencé dès l'ouverture de la société en 1995. Et il n'était pas le seul.
au moins un bagagiste sur 3 se servait dans les valises. Tout le monde est au courant. C'est comme dans le trafic de drogue, c'est qu'il n'y a personne qui parle. C'est l'omerta totale. Ça a duré jusqu'à temps que les gendarmes viennent faire les arrestations et les perquisitions, c'est-à-dire jusqu'en 2011. Si Damien est passé à travers les mailles du filet, 17 de ses collègues n'ont pas eu cette chance. Ils se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés et risquent jusqu'à 7 ans de prison. Le procès a lieu au tribunal de Bobigny, près de Paris. Toutes les victimes sont des clients d'Air France. Alors, l'avocat de la compagnie aérienne est présent. Il est là pour tenter de préserver l'image de la société. Air France est mobilisée à côté de ses clients et elle s'attend à ce que des sanctions exemplaires soient prononcées compte tenu des agissements qui ont été commis au préjudice des passagers et d'Air France également pour son image. Parce que le préjudice, il est de combien? Vous pouvez l'estimer aujourd'hui? Le tribunal appréciera par la suite. Je vous remercie. Les bagagistes prennent place au fond de la salle d'audience. Le procès peut commencer, il va durer 3 jours. Chacun à leur tour, les 17 prévenus vont reconnaître leur participation aux nombreux vols dans les soutes. Mais tous remarquent une absence de taille, celle des responsables de leur société. Moi, quand je suis arrivé, on m'a mis au parfum directement. Ouais, on vous a dit. Ça veut dire que vous travaillez dans une société, il y a 40 bagagistes. Sur les 40, il y en a 31 qui volent. Selon lui, ces responsables étaient au courant de ces pratiques. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est comment ça se fait que les régulateurs, ils sont pas là. Parce que les régulateurs, c'était eux qui faisaient les équipes, donc ils plaçaient les voleurs avec les voleurs. Tout le monde est au courant. Les cadres de l'entreprise et le patron n'auraient rien vu pendant 16 ans. Partie civile, ils ne sont pas inquiétés dans cette affaire. Les 17 bagagistes écoperont d'une peine de 2 à 15 mois de prison avec sursis et de 400 à 4 000 € d'amende. Une somme bien dérisoire au vu du préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Car à en croire Damien, le bagagiste, le business était juteux. On recherchait principalement de l'argent en espèces. Et si on faisait des vols qui allaient au Moyen-Orient, on pouvait tomber sur des montres qui pouvaient valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai ramassé beaucoup d'argent. Sur plus de 15 ans, on va dire, on pouvait se faire très facilement entre 5 et 6 000 € par mois. Après, vous faites le calcul. Si l'on en croit Damien, en 15 ans, il aurait amassé près de 900 000 € dans les soutes des avions. C'est vrai que c'est une drogue. C'est une drogue. Une fois qu'on y a goûté, c'est comme s'il y avait des valises à nous appeler et dans notre tête, on se dit, il y a une petite voix qui nous dit ouvre la valise, regarde ce qu'il y a dedans. Et ce business n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis quelques mois, casser les cadenas des valises est encore plus facile qu'avant, grâce à l'un des plus grands ratages de l'histoire de la sécurité aérienne. Un scénario catastrophe, digne d'un film d'espionnage. Tout commence avec les attentats de 2001. Pour améliorer la sécurité dans ces aéroports, le gouvernement américain exige que les cadenas des valises soient équipés d'un verrou, dont seul l'organisme d'État aura la clé, un peu comme un passe-partout de la Poste. Ce cadenas, le voici. Il porte le nom de TSA, comme l'agence de sécurité américaine du transport. Reconnaissable grâce à ce symbole rouge, le système est garanti sûr. Il est présent sur la plupart des bagages. Directement intégré dans les valises ou vendu à l'unité sous forme de cadenas, il y en a plus de 300 millions dans le monde. Mais problème, un hacker vient de pirater tout le système. Ce hacker est français. Il nous a fallu des mois pour le retrouver et plusieurs semaines pour le convaincre de témoigner. Il se fait appeler Xylitol et vit dans l'est de la France. Inquiété par le FBI, le jeune homme de 24 ans se fait discret. Il préfère garder l'anonymat. Tout a commencé avec cet article du Washington Post. Dans les images d'illustration, cette photo a priori anodine. C'est pourtant le jeu original de passe-partout de l'agence américaine. En voyant cela, le jeune hacker français comprend vite que la TSA vient de faire une grosse bêtise.
Ça a été posté en ligne, ça a été publié dans les journaux et après ça a été retiré par le Washington Post en vitesse, sauf que vu que c'est en ligne, c'est dans les journaux, voilà. C'était trop tard. C'est trop tard. Et quand t'as vu la photo, tout de suite ça fait tilt dans ta tête? Ouais, je me suis dit direct, il y a quelque chose à faire là-dessus. Avec cette simple photo, Xylitol a une idée. Modéliser les clés en 3 dimensions pour en faire de parfaites répliques. Les imprimantes 3D sont capables de fabriquer tout type d'objets. Aucune difficulté donc pour imprimer des clés TSA qui vont ouvrir nos valises. Ça m'a pris une journée tout simplement pour modéliser toutes les clés en 3D. Et une fois que j'ai publié mes modèles, c'est la communauté qui s'est chargée du reste de tester tout ça. Moi, j'avais même pas de cadenas TSA, je savais même pas si ça marchait. Et puis c'est les autres qui ont testé pour moi, puis qui ont dit ouais, ça marche. Depuis, les internautes du monde entier se sont emparés des modèles du hacker français. Résultat, plus de 300 millions de cadenas de valises sont bons pour la poubelle. L'affaire est relayée dans le monde entier. Aux États-Unis, l'agence TSA est montrée du doigt. An exact duplicate of a master key that can open any TSA-approved lock around the world. You're watching something we really wish was a bit more difficult. This is an epic failure in security. TSA has been screened, trained, and hired by the U.S. government. They should not be letting out delicate information like this. Le hacker français Xylitol, qui à la base avait fait ça par défi, est très vite rattrapé par la réalité. Une demande d'extradition du FBI serait en cours. J'ai eu un peu peur par rapport au suite des événements, puisque tout le monde en parlait, tout le monde relayait l'information aux États-Unis. Je me suis dit que j'avais fait pas quelque chose d'anodin et puis que maintenant je devais peut-être prendre du recul par rapport à ça, vu que quand même c'était la propriété du gouvernement. Mais la pression du gouvernement américain ne l'inquiète pas. Il continue d'exhiber fièrement ses clés piratées sur son sac à dos. Aujourd'hui, le jeune homme a déjà tourné la page. Il y a une fierté de l'avoir fait. Après, voilà, faut pas se reposer non plus là-dessus, quoi. Il y a d'autres choses à faire, ça a été fait, maintenant on passe à autre chose, quoi. Xylitol laisse derrière lui des millions de cadenas obsolètes et un gouvernement américain un peu désemparé. Les modèles de clés sont aujourd'hui dans la nature et accessibles facilement sur Internet. Nous avons justement commandé le jeu de clés au complet. Il n'aura fallu que quelques jours pour les recevoir par la poste. Dans le carton, des petits sachets. À l'intérieur, des répliques en plastique des passes du gouvernement américain. Il y a 7 clés. Elles sont numérotées car chacune correspond à un cadenas bien particulier. Vendu 5 € la clé, la question est maintenant de savoir si elle fonctionne vraiment. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus chez un vendeur de valises. Bonjour. J'aimerais juste savoir si ça ouvre ou pas, quoi. Allez-y. Ouais. Bon, c'est gentil. La commerçante se prête au jeu. Alors, la clé TSA 1. Toutes nos valises, il y a le serrure TSA. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est assez dommageable. Ça, c'est un pass. Eh ben, mieux, c'est des répliques de passes, en fait. Ah, parce que nous, on dit qu'il n'y a que le douanier américain. Eh oui, mais plus depuis quelques semaines. Nous testons sur une première valise. La clé rentre dans le cadenas, mais impossible de le déverrouiller. Ah si, ça tourne. Le plastique ne semble pas assez rigide. La commerçante est rassurée. C'est notre argument de vente. C'est quoi la serrure? Est-ce qu'il y a une clé? Non, il n'y a que le douanier américain qui l'a. Ne vous en souciez pas. Je peux essayer sur une autre valise, ça vous dérange pas? Avant de repartir, nous tenons quand même à essayer avec une autre clé. Alors, 007. Et là, surprise. Ça marche. Ça fonctionne du premier coup. Je vais appeler ma collègue parce que c'est elle qui s'occupe des commandes des valises. Bonjour. La responsable arrive, elle ne nous croit pas. Pour elle, le système TSA est inviolable. Attendez, on va changer de code, hein. Facile. Ouais. Alors nous recommençons l'expérience. Et après quelques secondes... Non, il faut pousser en fait pour voir. D'accord. Ok. La vendeuse tombe des nues. Elle nous demande d'arrêter de filmer. Bon, au final, vous avez vu que ça fonctionnait quand même. Le genre de publicité dont se passeraient bien les vendeurs de bagages. Merci, au revoir. C'est confirmé avec une imprimante 3D
il est maintenant possible d'ouvrir 300 millions de cadenas. Mais si la technologie casse les protections de nos valises, elle peut aussi être utilisée pour les renforcer. Baie de San Francisco, Californie. Son mythique pont suspendu, le Golden Gate, et son tramway historique. Mais San Francisco, c'est aussi la ville des startups. Premier pôle technologique au monde, c'est ici que la valise de demain est imaginée. Regarde, c'est notre dernier test. Diego est argentin. Il a posé ses bagages ici il y a 2 ans. Passionné de voyage et de technologie, il a eu une idée, inventer la première valise connectée au monde. C'est dans ce garage que tout commence. Avec un copain, ils fabriquent ensemble un premier prototype. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 personnes qui voyagent avec notre bagage connecté dans le monde. Depuis l'idée jusqu'à la construction du prototype, en passant par le lancement sur le marché, ça a été un voyage très excitant. Depuis, Diego vit un rêve éveillé. 2 ans après avoir lancé sa start-up, il a déjà 25 salariés et des bureaux à Shanghai ou Buenos Aires. Eh les gars, dites bonjour à la télé française. Et comme bon nombre de start-up à San Francisco, l'ambiance est plutôt jeune et détendue. Sa poule aux œufs d'or, la voici. Une valise qui a tout d'un bagage ordinaire. À l'intérieur, des compartiments pour ranger ses affaires. Rien de vraiment exceptionnel. Ce n'est pas un gros bagage, mais au moins, on peut l'emmener en cabine. Et pourtant, le haut de la valise est bardé de technologie anti-vol. Si la compagnie perd votre bagage ou qu'il est volé, vous pouvez voir où il se trouve directement sur votre smartphone. Diego se lance dans une démonstration. J'appuie sur ce bouton, ça ouvre une carte. Et là, vous pouvez voir la position exacte de votre bagage, en l'occurrence ici, à San Francisco. Une valise équipée d'un GPS et d'une puce téléphonique qui peut se connecter dans le monde entier, idéal en cas de perte ou de vol. Mieux encore, sa valise peut se verrouiller et se déverrouiller à distance. Quand j'appuie sur le bouton, la valise se verrouille et plus personne ne peut l'ouvrir. Diego est très à cheval sur la sécurité. Et pourtant, en regardant de plus près sa valise, on voit une petite serrure que nous connaissons bien. Celle de TSA, le verrou du gouvernement américain présent sur des millions de valises et cassé par un jeune hacker français. Aujourd'hui, les clés sont dans la nature et elles ouvrent aussi la valise super sécurisée de Diego. Oui, nous sommes au courant du problème, mais nous savons que TSA travaille à l'amélioration du système. Diego le sait, avec ce cadenas, les nombreuses protections électroniques de sa valise ne servent plus à rien. Gêné, il ne sait pas quoi répondre. Effectivement, les gens qui ont les passes peuvent ouvrir toutes les valises équipées de ce système. Mais je suis sûr que TSA va trouver une solution. 25 millions de bagages sont perdus ou volés chaque année. Et la valise connectée ne semble pas être encore la solution miracle. Mais le vol de valises n'est qu'une petite partie des sommes dérobées. À Roissy-Charles de Gaulle, les plus gros pillages ne se font ni dans les terminaux, ni dans les soutes, mais à même le tarmac, sur les pistes de l'aéroport, là où transitent les marchandises. Ici, dans la zone de fret, les préjudices peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. C'est pourtant, soi-disant, l'un des lieux les plus sécurisés de France. Bonjour. Alors. Même lorsqu'on est gendarme, il faut montrer patte blanche. Alors là, je présente les autorisations du véhicule. Merci. Impossible d'entrer sans autorisation. Les agents de sécurité filtrent toutes les entrées et l'accès aux pistes. Voilà, là, on est côté piste. Donc, les véhicules classiques sont fouillés de façon à vérifier s'il n'y a pas d'objet interdit qui pénètre côté piste. Il en est de même pour les personnes. Une sécurité renforcée, car ici, nous sommes au plus près des avions.
mais aussi près d'endroits très stratégiques, comme ces hangars géants. Tous les ans, y transitent plus de 200 milliards d'euros de fret. C'est le plus grand centre de transit de marchandises d'Europe. De quoi attiser les convoitises. Il y a des marchandises dérobées qui sont effectivement prépondérantes. Ce sont celles qu'on vulgairement on peut appeler de haute valeur ajoutée. Produits électroniques, téléphones notamment, mais aussi ce que la France sait faire, c'est-à-dire le luxe, maroquinerie, effets vestimentaires. À la gendarmerie des transports aériens, un service spécialisé ne travaille que sur le tarmac de l'aéroport. Et en ce moment, ils ont fort à faire. Les vols de marchandises explosent et les dossiers s'accumulent. Tu vois, c'est pas sur leur axe habituel, quoi. Très clairement, quoi. Jacques est sur une affaire de taille. Une entreprise dont les marchandises disparaissent mystérieusement. Après des semaines d'enquête, il a compris que les vols sont commis par les salariés eux-mêmes. Toute l'entreprise serait organisée pour piller les cargaisons de fret. Ils sont bien dans une équipe constituée, bien organisée, qui part depuis donc une tête de réseau qui elle, est responsable de service. Et ça redescend jusqu'au cariste, au manutentionnaire. Voilà, chacun a un rôle bien particulier. La tête de réseau présumée, la voici. Inconnue de la police, c'est une femme d'une quarantaine d'années, cadre de la société. Et pourtant, sur ces clichés, on la voit charger discrètement avec un complice des sacs remplis de produits de luxe volés. En échange, l'organisatrice du réseau reçoit une enveloppe remplie d'argent liquide. On a des fois des enveloppes qui remontent avec voilà, de 2000 € par semaine sur un receleur. Avec ces larcins, la jeune femme empocherait en moyenne 8000 € par mois, en plus de son salaire. Mais elle en veut toujours plus. Alors fini les petits cartons, depuis quelques jours, elle cible les grosses livraisons. Et justement, une cargaison complète de sacs de luxe vient de disparaître. Yes. Il vient de me rappeler, je l'ai appelé pour une connerie, je me suis trompé. Et puis il vient de me rappeler, il fait au fait, je viens de constater, checker mes mails, et je viens de constater qu'il y a 6 cartons de Louis Vuitton qui sont arrivés vides à Singapour. Donc ont probablement disparu ce week-end. Typiquement le genre de marchandises qui intéresserait notre tête de réseau. Pour tout ce qui est des produits Louis Vuitton, sachant qu'on a d'autres produits, on a des parfums, donc à ça il faut rajouter une bonne dizaine de milliers d'euros. Et on a d'autres cartons aussi là, dont l'estimation va nous parvenir dans les prochaines heures. Donc on est, je pense au bas mot, à 50 000 € en matière volée, détournée. La jeune femme l'ignore, mais elle est placée sur écoute téléphonique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne manque pas de culot. Elle est en train d'appeler le siège de la marque de luxe, celle qui vient de se faire dérober de nombreux sacs. Merci de bien vouloir patienter. Louis Vuitton, service client, bonjour. Vous parlez avec Cyril, en quoi puis-je vous renseigner? Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir des tarifs, s'il vous plaît, sur des produits que j'ai vus. Elle veut des informations sur une référence bien précise de sac. 50N51205. C'est le modèle de sac de luxe dont une palette entière a disparu. Alors, Hampstead en damier à une valeur de 1020 €. Elle appelle directement l'entreprise Louis Vuitton pour connaître le tarif de magasin de ses produits, de façon à savoir à qu'est-ce qu'elle peut revendre elle-même. Autant d'éléments qui accablent la jeune femme. Ok. Pour la prendre la main dans le sac, Jacques va devoir installer un dispositif bien particulier. Une caméra de surveillance qui filmera 24 heures sur 24 l'entreprise située sur le tarmac de l'aéroport. Mais avant cela, il faut trouver le bon point d'observation. Tu sais que c'est génial, hein, cette végétation pour planquer un truc, ça va être bien ça. Pour faire un camouflage avec ça, c'est génial, quoi. Toi, tu sais que ça bouge plus. Hein. Direction un monticule de terre avec de la végétation. Un endroit reculé, difficile d'accès. Je pense qu'on a un bon endroit parce que là où le camion est stationné, en fait voilà, la zone litigieuse commence vraiment à cet endroit-là. Ah ouais, là t'es bien. Hein. Là franchement on est bien. De quoi suivre les moindres faits et gestes de celle que l'on présente comme la suspecte numéro 1. Jacques préfère ne pas montrer l'installation de son dispositif. Une vidéosurveillance
pour faire tomber ce réseau qui dépouille les marchandises de l'aéroport. Et rapidement, ces vidéos vont se révéler très instructives. Sur la première, Jacques découvre la responsable de service qui remplit son coffre. À nouveau, des produits de luxe. Ce sont des parfums volés. Voilà. Là, on voit qu'il y en a un colis blanc là, qui est tombé. Et on sait que sur des communications, elle disait que les emballages des parfums étaient blancs. Donc on sait que c'est des parfums Dior là, qu'elle a dans sa voiture. La jeune femme agit en toute décontraction. Mais comment arrive-t-elle à faire sortir tous ces produits du tarmac? Jacques va comprendre son petit manège avec cette deuxième vidéo. Les palettes de marchandises sont acheminées jusqu'aux soutes des avions avec un système de chariot. Mais ce jour-là, sans raison apparente, un manutentionnaire prélève un carton, le pose au beau milieu de la piste. Ce colis n'a rien à faire là. Puis s'en va. Voilà, c'est le moment où on a un gars qui va arriver, donc un autre chariot élévateur. Un deuxième manutentionnaire récupère le carton et va le cacher à l'abri des regards dans cet entrepôt. Voilà comment la marchandise est sortie du circuit. Avec son statut de cadre, la tête de réseau n'a aucun mal à falsifier les bons de transport pour que le vol passe inaperçu. Elle a fait en sorte que ce colis finalement soit un colis qui quelque part est non répertorié. Donc elle va le mettre dans une zone qui s'appelle la zone excédent. Et de cette zone-là, après, ils vont pouvoir accéder à ces colis, voir ce qu'il y a dedans et éventuellement prendre des petits paquets à l'intérieur. Jacques manque encore de preuves matérielles, mais son enquête progresse bien. Il est pourtant loin de se douter de la tournure que va prendre l'affaire. Car la jeune femme en veut toujours plus. Quelques jours plus tard, la salariée est passée à la vitesse supérieure. Un gros coup qui, cette fois-ci, va la faire tomber. Les collègues de Jacques sont appelés en rase campagne. C'est ici qu'un poids lourd a fini sa course. Il est entièrement carbonisé. Vous voyez qu'en fin de compte, la forêt avait commencé déjà un petit peu à brûler, quoi. Il ne reste qu'une épave. Impossible de faire des relevés d'empreintes. Ce camion transportait de la marchandise volée. La remorque a disparu. À l'intérieur, une cargaison en or, évaluée à plusieurs millions d'euros. Alors dedans, nous avons 7580 téléphones portables et tablettes Samsung, dernier cri, et en même temps des produits de luxe, Dior, Vuitton, Chanel. Là, sur le cas, il y en a pour plus de 2 millions d'euros. Sur certains, plus de 2 millions d'euros. Une somme folle. Les policiers en sont persuadés. Leur suspect est à l'origine de ce casse. Mais ils n'ont aucune preuve. La remorque et sa marchandise se sont volatilisées dans la nature. Au même moment, dans les locaux de la gendarmerie des transports aériens, Jacques vient de mettre la main sur des vidéos compromettantes. On y voit le camion de marchandises volées quitter tranquillement l'entreprise de la jeune femme. Et nouvelle information, il y a 2 véhicules. Vous avez donc notre camion qui arrive du fond, là, qui a chargé et qui va ensuite partir avec le scooter pour escorte. Grâce aux différentes vidéos de l'aéroport, Jacques est parvenu à relever la plaque d'immatriculation du scooter. Une information essentielle qui lui permet d'identifier le chauffeur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un tendre. Là, il se retrouve à travailler avec quelqu'un qui est issu du grand banditisme. Pour nous, il est dangereux puisqu'il est connu pour des braquages, notamment fourgon blindé. Donc à partir de là, les hommes qui montent sur des braquages au fourgon blindé, ce sont des hommes qui sont généralement armés d'armes de guerre, très clairement, donc qui sont déterminés. Avec le recrutement d'un homme venu du grand banditisme, la tête de réseau n'a plus de limite. Il faut à tout prix l'arrêter avec ses complices. Ce matin, 130 gendarmes sont mobilisés pour 13 interpellations simultanées. C'est l'une des plus grosses affaires de la gendarmerie du transport aérien. Pour l'interpellation du complice issu du grand banditisme, le GIGN est appelé en renfort. L'homme est violent et sûrement armé. Il ne faut prendre aucun risque. C'est Stéphane qui est en charge d'organiser cette interpellation.
Mais à peine arrivé, mauvaise nouvelle. Les gendarmes sont avertis par un voisin que l'homme est parti au petit matin. Il n'est plus chez lui. Hier soir, il était là. Même les voisins nous dit. Hier soir, ils étaient là. Par contre, on nous dit que de temps en temps, il va stocker du matériel dans le camion blanc qui est en face, là. On n'a pas le monsieur, mais il était là hier soir. Avec sa femme, et bizarrement, il n'y a plus personne ce matin. Et là, on va commencer les perquisitions maintenant. Drôle de coïncidence. Si l'homme n'est pas là, les gendarmes vont tout de même fouiller sa maison. Aucune trace d'objets de luxe ou d'argent liquide. Mais les enquêteurs vont découvrir autre chose. Et une bombe lacrymée avec. Gaz lacrymogène, carabine, poignard et un drôle d'accessoire. C'est un couteau de chasse et une ceinture avec une lame à l'intérieur de la ceinture. C'est pas tout le monde qui, s'amuse à avoir ça chez lui. Ah ouais. Incroyable. J'avais jamais vu un truc pareil. En parlant avec les voisins, les enquêteurs vont en apprendre un peu plus. Le camion de marchandises volées est bien passé par ici. J'ai le monsieur, il me confirme avoir vu la remorque blanche avec une plaque sur le côté et 3 traits derrière, il l'a vu ici. C'est la description précise de la remorque du poids lourd qui transportait plus de 2 millions d'euros de smartphones et de sacs de luxe. À plus. La remorque qui a servi au casse était là. C'est quand même très très intéressant pour nous. On relie bien le monsieur au casse. Maintenant, les gendarmes le savent, ils sont au bon endroit. Et pour enfoncer le clou, devant le garage... Il est en bas là, c'est celui-là. Ils retrouvent le scooter qui escortait le camion. Au même moment, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la tête de réseau est sur le point d'être interpellée. Pour rassembler un maximum de documents, les enquêteurs viennent l'accueillir directement sur son lieu de travail. Vous avez le droit de garder le silence. Je passe mon garde à vue. Si vous avez bien compris vos droits, madame. Oui. La responsable de service semble sous le choc. Elle ne s'attendait pas à voir les enquêteurs débarquer ici. Ordinateur, documents en tout genre, tout est saisi. Mais ce n'est pas ce que les gendarmes recherchent. Ils veulent trouver les produits volés. Alors ils ne perdent pas de temps et se rendent à son domicile, où ils vont aller de découverte en découverte. Allez-y, madame. Tout d'abord dans la buanderie. Les enquêteurs mettent la main sur 1 000 € en liquide. Un billet de 5. 50. De son côté, la suspecte ne se démonte pas. Après, vous devez vous douter de ce qu'on cherche comme marque. Non, franchement, je ne sais pas du tout. Parce que là, vous m'avez dit, sur le papier que j'ai signé, ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous êtes en train de me dire. Si, c'est du vol en bande organisée, du recel en bande organisée, des produits volés, forcément, on peut les chercher. En bande organisée. Tout à fait, oui. Je ne fais pas de bande organisée. On en discutera. La fouille ne fait que commencer et les produits de luxe ne manquent pas. C'est quoi ça, madame? Des blousons. D'accord. Ils viennent d'où? Du marché. Du marché? J'ai acheté 10 € le blouson au marché. Je sais pas, il y a des étiquettes à 149 € dessus. Oui, c'est les prix qu'ils sont vendus en boutique. Et après, quand il à 10 € au marché, ça vous tilte pas. De quoi faire sourire l'enquêteur. En plus de cette veste à soi-disant 10 €, les gendarmes trouvent aussi cette paire de chaussures Louis Vuitton à 650 €. Des lunettes Dior, des foulards de grande maison, mais aussi une paire de Louboutin à plusieurs centaines d'euros. Visiblement, elle aime le luxe. Il y a aussi ce coffre Vuitton à 2 400 €. Cette veste de la même marque. Vuitton. Des manteaux de fourrure, des doudounes. En tout, 5 sacs remplis de produits de luxe. Pour les deux que tu as sous les genoux, ça sera dans la chambre. Il y a autre chose. Bon, bah, on prendra après. Mais ce n'est pas fini. Alors qu'il pensait avoir bien fouillé la cuisine, un enquêteur vient de découvrir le poteau rose. C'est vu. C'est pas fini la cuisine. Ah bon? Bien caché derrière un tableau, la preuve ultime. Des petits livres de compte, ça? Ah bah oui. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Hein? Dites-le, ça ira plus vite. Ça va aller que dans votre sens. Hein? C'est des références régulatoires. D'accord.
Des tarifs de quoi? Le produit. Toute la comptabilité. 12 000 € de référence simplement sur cette page. Et le carnet paraît bien épais. Mais alors, d'où viennent tous ces produits? Non, du tout. Ça n'a rien à voir. Arrêtez juste 2 minutes de me prendre pour un idiot avec les marchés et tout ça. À un moment donné, il faut juste être honnête avec moi. Ne me dites pas que je ne suis pas honnête avec vous. Vous m'avez Jusqu'à demandé présent, tout à vous l'heure. n'avez pas été, madame. Si, le mais Louis c'est Vuitton, il vient pas des marchés. On le sait. Vous le savez, je le sais. Je sais d'où il vient, le Louis Vuitton. Écoutez, non, j'ai pas piqué. J'ai récupéré des affaires que j'ai revendues. C'est différent. Vous avez récupéré où? Dans les entrepôts de l'aéroport, elle prend soin de ne jamais manipuler elle-même les cartons. Mais les enquêteurs en sont persuadés. La jeune femme est bien le cerveau de l'organisation. Moi, je vais être clair aussi direct. Oui, je sais que je suis très mal. Vous êtes très mal. Et puis en plus, pour nous, vous êtes la tête de réseau. Vous êtes en haut, d'accord? On n'a peut-être pas tout le monde. Il y en a peut-être qui vont s'en sortir très bien. Alors que vous allez ramasser parce que de ce qu'on a, nous, vous êtes en haut. Vous êtes la numéro 1. Les gendarmes vont tout faire pour que la suspecte dénonce ses complices. Mais ils veulent surtout savoir où est passée la remorque du camion contenant les 2 millions € de marchandises. Dès le début de l'audition, la mère de famille passe à table. Elle avoue tout. Je ne sais pas comment j'ai fait, comment je suis venu avec ça. Je suis venu avec eux sur les pistes et je me suis servi dessus. On a ramené les cartons et puis chacun servait et chacun... En moins de 10 minutes, elle va détailler ses premiers aveux. Sur les 3 dernières années, au moins 15 personnes participaient au vol ou à la revente. Mais il fallait que ce soit toujours plus gros. Alors la responsable a fait appel à un caïd venu du grand banditisme. On lui a demandé de trouver un chauffeur avec un camion. Voilà. Récupérer de la marchandise. C'est à ce moment-là qu'elle et ses complices imaginent le casse du siècle. Charger un semi-remorque rempli de produits high-tech et de maroquinerie de luxe. Pour faire sortir le camion discrètement, elle a pensé à tout. Faut pas des documents pour récupérer de la marchandise? Des douanes. Comment vous avez réussi à obtenir des documents? On a fait un montage de l'ancien avec la date. Donc c'est un faux document des douanes? Des documents trafiqués pour détourner 2 millions € de marchandises de grande marque. Mais ce dernier coup était, semble-t-il, trop gros pour elle. Ah, vous êtes mis à fréquenter de suite du monde un peu plus costaud, quoi. Vous passez un niveau. Mais je savais pas que ces gens étaient comme ça. C'est une bêtise, c'est tout. Une bêtise qui va lui coûter cher. Vol en bande organisée, recel, faux et usage de faux. La tête de réseau du gang de Roissy est en attente de jugement. À ce jour, la remorque à 2 millions € n'a toujours pas été retrouvée.